Bonjour, tu écoutes Les Relations démocratiques, un podcast de vulgarisation scientifique sur les sexualités. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un concept un peu complexe, c'est-à-dire qu'on va essayer de catégoriser les sexualités. L'expérience de chacun montre que la sexualité, c'est un peu comme un kaléidoscope de nuances, de couleurs, et à chaque mouvement, chaque rotation, elle révèle des motifs un peu nouveaux et des fois super inattendus. Cette complexité, elle est très difficile à capturer, surtout dans un contexte où la société et ses normes semblent imposer des limites et des interdits. Comment on peut décrire ces sexualités dans un contexte aussi complexe ? La sexualité humaine, elle est perçue par certains comme une évidence, une ligne droite, un choix simple entre l'attraction envers les hommes ou les femmes. On entend aussi souvent l'idée qu'on serait tous un peu bi, quelque part dans une sorte d'échelle continue entre homo et hétéro. Mais d'où vient cette vision des choses et pourquoi est-ce qu'elle est un peu problématique ? On va voir dans cet épisode que cette vision, c'est un héritage des premiers travaux sur la sexualité qui datent de 1948, donc ça commence déjà à faire un petit moment. Et dès les premières grandes études sur la sexualité, donc dans les années 50, les chercheurs découvrent que la réalité est bien plus complexe. Ils voient que les comportements, les désirs, les émotions ne s'alignent pas toujours comme on pourrait l'imaginer. On va donc voir comment est-ce que les chercheurs ont tenté de cartographier la sexualité, quels outils ils nous donnent pour mieux nous comprendre, et on va voir aussi les limites de ces outils. Mais avant de parler des modèles eux-mêmes, j'aimerais prendre un petit moment pour réfléchir à pourquoi est-ce qu'il est important de créer ces modèles, et qu'il est important qu'ils soient représentatifs, mais qu'il faut, pour construire aussi, accepter une forme de caractère imparfait pour ces modèles. Déjà, pourquoi est-ce que les modèles sont importants et de base imparfait. Les modèles, c'est des outils simplificateurs pour comprendre la complexité. Ils sont essentiels pour simplifier et expliquer des phénomènes complexes et construire des grandes choses. Mais, comme le dit le statisticien George Box, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Un exemple concret, on utilise des modèles de mécanique pour construire des structures et notamment des ponts. Mais si un modèle est mauvais, ça peut entraîner la rupture du pont. Et ça, c'est pas très cool s'il y a des gens dessus ou dessous. Mais dans la société, un mauvais modèle de la sexualité, par exemple, ça peut provoquer là énormément de souffrance, de l'invisibilisation, des discriminations ou même des exclusions. Et pourtant, on a besoin de simplifier pour expliquer. Notre monde, par exemple, est en 3 dimensions, mais on le représente toujours en 2D sur des cartes pour qu'il soit compréhensible pour chacun. Une carte, c'est une projection imparfaite de la réalité. Et de la même manière, les modèles de la sexualité, souvent, ils capturent pas toute la richesse de la sexualité, mais ils offrent des repères. C'est un point de départ. L'idée, c'est que ça se donne, on permet de se donner des cadres pour se comprendre, mais ça contient aussi des limites. Quelque part. Donner des cadres et des catégories, ça permet d'introduire aussi un vocabulaire nouveau et ça aide les gens à se reconnaître et à nommer une partie d'eux-mêmes qu'ils découvrent quand ils se reconnaissent là-dedans. Les termes de asexuel ou de biromantique permettent à des personnes de valider leur expérience et de se sentir moins seules. Mais il y a un risque dans l'existence de ces boîtes, c'est d'oublier que c'est des modèles imparfaits de la réalité. Et un modèle trop rigide peut devenir une barrière, exclure ceux qui ne s'y retrouvent pas entièrement. Et moi je pense que c'est important de construire pour avancer malgré l'imperfection. Je crois à la valeur de transmettre ces modèles et cet exercice de vulgarisation scientifique que je m'emploie à faire. Même si ces modèles sont imparfaits, c'est important de les transmettre, mais c'est important de garder en tête qu'ils sont imparfaits. Leur simplicité peut être perçue comme une agression par ceux qui ne se sentent pas représentés, et ça je le comprends totalement, mais je pense qu'il faut commencer quelque part. Construire des modèles, même imparfaits, ça pose les fondations pour des travaux futurs qui seront de fait plus inclusifs et plus représentatifs. C'est des premiers pas essentiels pour élargir notre compréhension et aussi enrichir notre langage collectif. Ce que vous allez voir dans cet épisode, c'est le début de la recherche sur les sexualités avec Alfred Kinsey qui révolutionne les années 40 avec une échelle à 7 niveaux entre homosexuels et hétérosexuels en montrant que la sexualité, elle n'est pas binaire mais elle se situe sur un continuum. On verra que son approche, elle reste hyper limitée. Elle ne prend pas en compte l'intensité des désirs ou la diversité des identités émergentes. L'intensité du désir, elle arrive après avec Michael Storm dans les années 80 où il va dépasser les travaux de Kinsey en introduisant une échelle bidimensionnelle qui explore l'attraction vers les hommes et les femmes de manière indépendante. Ce modèle, il va révéler des nouveaux profils d'attraction, mais surtout ouvrir la voie à des concepts comme la sexualité. On verra dans une dernière partie de cet épisode l'importance de distinguer
dissocier les dimensions sexuelles et romantiques. Et ça, on le retrouve dans des travaux plus récents, notamment ceux de Gallupo, où on montre que l'attraction sexuelle et romantique sont pour beaucoup distinctes. Certaines personnes peuvent ressentir un amour profond sans désir sexuel, ou inversement. Ces distinctions, elles sont essentielles, mais souvent méconnues, et elles permettent de mieux comprendre des identités, comme celles des personnes asexuelles, biromantiques ou aromantiques. Cet épisode, il est important parce que on va voir les recherches de Kinsey, Storm, Gallupo. Ils marquent des tournants dans notre compréhension de la sexualité, mais ils contiennent aussi chacun une partie de limites dans leur représentation. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, en prenant en compte l'ensemble, en explorant l'intensité des désirs, la dissociation entre sexualité et romantisme, on commence à dénouer les fils de ce kaléidoscope complexe qui représente la sexualité, les sexualités, et on commence à donner à chacun la possibilité de mieux comprendre ses propres expériences, celles des autres, mais on comprend aussi toute la complexité de la construction de ces sexualités, et on essaye d'avancer ensemble. On commence la première partie de cet épisode sur vraiment les débuts des recherches sur la sexualité. Et on est en 1948. Le contexte est un peu particulier. On est dans, ici, l'Amérique puritaine d'après-guerre. Le contexte est marqué par une vision très rigide de la sexualité, où les actes sexuels sont catégorisés soit comme acceptables, soit comme déviants. Les comportements hétérosexuels, dans le cadre du mariage, sont considérés comme la norme et tout le reste n'est pas acceptable. On est face à une vision binaire de la sexualité, où la sexualité humaine est décrite selon une dichotomie stricte qui est hétérosexuelle ou homosexuelle, et toute déviation est stigmatisée et pathologisée. On est aussi dans un contexte de début de guerre froide, et la vision à l'époque, c'est que la survie de la société américaine repose sur le concept d'un homme viril et fort, et que l'homme homosexuel représente un danger de faiblesse, et que ces comportements déviants sont associés à des signes de communisme. On a aussi l'idée que la sexualité est fixée à la naissance. Les théories dominantes de l'époque considèrent que l'orientation sexuelle est immuable, qui sont définies par des notions biologiques ou par les traumatismes de l'enfance, mais c'est quelque chose qui est figé. Alfred Kinsey, il publie en 1948 The Sexual Behavior in the Human Male, les comportements sexuels chez l'homme, humain, l'homme quoi. C'est un ouvrage qui va vraiment choquer cette Amérique puritaine. C'est un ouvrage qui se vend à plus de 250 000 exemplaires dans les 3 premiers mois qui suivent la sortie. C'est vraiment un phénomène culturel totalement inattendu. Aussi parce que c'est publié à une époque où l'Amérique sort de la Seconde Guerre mondiale. Il y a un traumatisme collectif de la guerre qui est combiné aussi à l'émergence des médias de masse. La sortie de cet ouvrage, le fait qu'il y ait beaucoup de discussions sur le livre, des émissions de radio, des débats publics, tout ça, ça amplifie son impact sur les représentations populaires de la sexualité. Kinsey développe dans son ouvrage en fait des choses qui suscitent la curiosité pour la sexualité parce qu'il développe des choses qui étaient considérées comme tabous jusqu'à présent. La méthode de Kinsey, elle est un peu nouvelle à l'époque. Kinsey, il interroge 12 000 participants à travers des entretiens semi-structurés, c'est-à-dire qu'il pose un ensemble de questions fermées sur des sujets que personne n'osait aborder à l'époque, comme les fantasmes, les pratiques masturbatoires et les relations extra-conjugales, mais il permet aussi aux individus de raconter leur histoire propre, en apportant des réponses à des questions plus ouvertes. Certains participants de cette étude ont raconté que l'atmosphère détendue des entretiens leur a permis de révéler des choses qu'ils n'avaient jamais partagées, même avec leurs proches. Ils s'intéressent à la question de l'acte homosexuel en posant déjà une définition, c'est une interaction avec une personne du même sexe qui mène à un orgasme. Voilà déjà une définition qui peut être un peu controversée de l'acte homosexuel, mais les résultats de Kinsey sont à prendre en compte au travers du prisme de la définition qu'il donne déjà cet acte homosexuel. On a dit il parle de la sexualité, mais c'est assez marrant, ou je sais pas si c'est marrant, en fait, c'est assez révélateur. La place du chapitre sur l'homosexualité se situe entre le chapitre sur les relations avec des prostituées et le chapitre sur la zoologie. Et c'est un ouvrage quand même qui est très gros, alors ça c'est rigolo, mais la dernière page du chapitre sur l'homosexualité, c'est la page 666. Dans ce chapitre sur l'homosexualité, Kinsey rapporte des résultats qui sont assez inattendus pour l'époque. Et il montre que 37% des hommes interrogés rapportent au moins une expérience homosexuelle, c'est-à-dire une interaction avec une personne du même sexe ayant mené à l'orgasme. On a 37% des hommes, un homme sur 3 globalement, et 13% des femmes, plutôt une femme sur 10. Il note
que ces comportements en fait sont présents dans toutes les classes sociales, les professions et les groupes ethniques, et il essaye quand même de corréler ces comportements avec des facteurs socioculturels, et il montre à un moment que les travailleurs urbains rapportent plus d'expériences non hétérosexuelles que les agriculteurs. On a plus de probabilité d'avoir eu des comportements homo si on travaille à la ville que si on travaille à la ferme. Pour mettre en perspective les résultats de cette étude, Kinsey propose cette échelle, une échelle en 7 niveaux pour représenter la sexualité. Au niveau 0 de cette échelle, on a des comportements exclusivement hétérosexuels, et au niveau 6, on a des comportements exclusivement homosexuels. Les niveaux intermédiaires, ils reflètent une bisexualité graduelle, un concept qui était inconnu jusqu'avant, et un 3, par exemple, sur cette échelle, va correspondre à une personne qui sera autant attirée par les hommes que les femmes. À 1, ça sera par exemple un homme qui sera très attiré par les femmes et un tout petit peu par les hommes. Kinsey insiste sur le fait que la sexualité est une variable continue et ce n'est pas une dichotomie. Kinsey est assez surpris par ses propres résultats, il est étonné, il ne s'attendait pas en fait à ce qu'il y ait autant de participants qui se situent entre les extrêmes, ce qui démontre une diversité des comportements sexuels, et il conclut de ça que la bisexualité est une réalité beaucoup plus répandue qu'il ne l'avait imaginé. Ces résultats, ils créent une onde de choc dans la société américaine, et Kinsey, il a des détracteurs, mais des détracteurs qui viennent à la fois des conservateurs et des progressistes. Dans un premier temps, les conservateurs craignent que ces comportements qui sont perçus comme déviants deviennent normalisés aux yeux de la société. Kinsey a été personnellement attaqué par des groupes religieux et conservateurs qui l'accusaient de promouvoir l'immoralité sexuelle. Un prêtre l'a qualifié de prince des pervers, ce qui en fait a aussi renforcé la curiosité du public sur ses travaux. C'est un peu l'effet Barbara Streisand. Les progressistes aussi, ils critiquent l'échelle de Kinsey parce que, selon eux, ça dilue l'opposition entre homo et hétérosexuels. Leur agenda politique, c'est de réaliser des actions en faveur des minorités. Mais pour qu'une minorité existe, il faut qu'il y ait une frontière qui puisse la déterminer et qu'il faut que cette frontière soit bien visible. Et Kinsey, c'est pas du tout la vision qu'il a de la chose. Pour lui, il n'y a pas de frontière réellement définie, il y a une continuité et quelque part la transition est un peu floue entre les deux. Pour les progressistes, cette vision, ça leur va pas trop. Il est quand même essentiel d'avoir du contraste pour que les minorités existent et que leurs actions soient légitimes. Malgré les détracteurs, on est clairement sur une étude qui est un pas vers la décriminalisation des actes homosexuels. L'étude, elle va marquer un tournant de l'histoire parce qu'elle ouvre la voie à des discussions sur la diversité sexuelle et elle donne aussi des données empiriques sur les comportements homosexuels. Quelque part, Kinsey, en démontrant que ces comportements sont quelque part fréquents et naturel, il s'inscrit dans le début de l'histoire de la décriminalisation progressive de l'homosexualité qui arrive dans les décennies suivantes, mais aussi il introduit un langage scientifique nouveau pour parler de la sexualité dans des contextes auparavant qui étaient essentiellement associés à la honte et sur lesquels on mettait le silence. Il a été le premier à normaliser l'idée que les déviations sexuelles sont en réalité plutôt fréquentes et naturelles. Allez, on va conclure cette première partie sur les débuts de la recherche sur les sexualités avec les travaux de Kinsey. Et on voit que Kinsey, il ouvre une nouvelle ère en brisant la vision binaire de la sexualité et en introduisant une méthode scientifique d'entretien semi-directif et une échelle à 7 niveaux qui permettent de reconnaître la diversité des comportements humains, mais surtout qui permet l'existence de la bisexualité et de comportements homosexuels qui vont au-delà des minorités visibles de l'époque. Il fait émerger l'idée que la sexualité est un continuum et où chacun se situe à des degrés différents sur cette échelle. Bon après, les travaux de Kinsey, c'est super, c'est révolutionnaire, mais son échelle, elle est centrée sur un seul axe, entre hétérosexuel et homosexuel, et ça réduit en réalité la complexité des expériences humaines à une simple ligne droite. Elle ne prend pas en compte toutes les autres dimensions, et notamment la notion d'intensité du désir. C'est-à-dire qu'une personne située sur un 3 de l'échelle de Kinsey peut à la fois avoir une attraction moyenne pour les personnes du deux sexes ou alors une attraction très forte. Et il n'y a pas d'outil dans le modèle de Kinsey pour pouvoir différencier ces deux individus. Malgré tout, ça jette une base que les recherches plus modernes vont questionner et vont essayer d'affiner. Et c'est notamment ce que va faire Storm pour aller au-delà du modèle linéaire et essayer d'explorer la dimension indépendante de l'attraction.
Donc on a vu, Kinsey décrit là où les individus se situent sur un continuum. Storm arrive et pose une question différente, c'est avec quelle intensité on ressent le désir envers les différents genres. Kinsey avait identifié 1% des participants qui avaient une absence d'attraction sexuelle. Et ça, c'était un peu le précurseur de la notion d'asexualité. Storm, il reprend ce 1%, là, cet effet de bord quelque part, et il va l'utiliser pour essayer de développer l'importance de la notion d'attraction, d'intensité du désir. De la même manière que Kinsey, Storm il réalise des entretiens semi-directifs et pose des questions à un échantillon représentatif de la population et demande aux gens de se positionner suivant 2 axes. Le premier axe, c'est l'intensité de l'attraction envers les hommes et l'autre, l'attraction envers les femmes. Et il regarde comment les gens se positionnent en contrôlant par rapport au genre des individus. Et ça donne une représentation visuelle qui va bien au-delà du modèle à une dimension de Kinsey. Storm, il retrouve 4 grands types de profils dans son étude. Les hétérosexuels exclusifs, qui représentent une majorité, mais finalement moins importante que ce que les gens pensaient à l'époque. Il trouve 60% des hommes et 72% des femmes qui se déclarent fortement attirés par le sexe opposé, sans aucune attirance pour le même sexe. Il retrouve également de l'autre côté des homosexuels exclusifs, avec 8% des hommes et 5% des femmes, qui expriment une forte attirance exclusive envers le même sexe. Et il voit aussi l'émergence de bisexuels plutôt équilibrés, environ 20% des hommes et 15% des femmes, qui rapportent des attractions significatives envers les 2 sexes, avec des intensités similaires. Mais Storm y voit aussi des situations asymétriques, avec 12% des participants qui montrent une préférence marquée pour un genre, mais qui conservent une attraction résiduelle plus faible envers l'autre. Et ça, cette quantité d'asymétrie d'attraction, elle n'était pas vraiment visible dans les modèles précédents. Un résultat fort de Storm, c'est l'émergence du concept d'asexualité en fait. Storm propose cette notion d'intensité et les intensités faibles ou nulles permettent de catégoriser certains participants qui déclarent une absence totale ou presque totale de désir sexuel envers les 2 sexes. Ces individus, ils occupent des positions proches de l'origine du graphique. On est sur quelques pourcents. Ce constat, il ouvre la voie à la reconnaissance de la catégorie asexuelle, une catégorie qui avait été ignorée dans les recherches sur la sexualité ou qui avait en tout cas été considérée comme une forme pathologique d'expression de la sexualité. Les formes d'asexualité, elles apparaissent plus tard, c'est des concepts ensuite qui sont développés après Storm, mais qui ont besoin de Storm pour pouvoir exister. La notion de demi-sexualité, de gré-asexualité, de hétéro-romantique, homo-romantique, asexuel, ça c'est des choses qui peuvent quelque part se construire parce qu'il a existé à un moment cette étude de représentation 2D où on permet de démontrer l'existence de ces comportements qui sont des formes d'asexualité. Cette étude, à l'époque où elle est sortie, elle a été jugée plus nuancée que Kinsey, mais elle a été surtout jugée très difficile à utiliser pour réaliser des enquêtes, en fait. La difficulté de mesurer précisément les intensités font que, pour certains chercheurs de l'époque, ils considèrent que c'est un outil de laboratoire trop sophistiqué pour une utilisation quotidienne. On va voir aussi que Storm reste centré sur les attractions sexuelles. Il oublie d'autres dimensions, et notamment la dimension romantique, et aussi l'évolution temporelle de cette attraction. Cette limitation, elle inspire des recherches futures, notamment celle de Lisa Diamond sur la fluidité sexuelle, qu'on verra dans la 2e partie de cette série d'épisodes. Et on voit aussi qu'il y a une notion de non-inclusivité, parce que la notion de genre dans les travaux de Storm reste très binaire, excluant les expériences de personnes non binaires ou genderqueer. Cette étude elle a un impact sur la société, elle permet d'avancer dans la compréhension de la diversité sexuelle. Déjà, la conceptualisation de l'intensité permet de mieux comprendre les expériences des individus, et notamment des individus asexuels et des personnes aux attractions faibles ou asymétriques. Ça contribue aux chercheurs sur les sexualités fluides, qui explorent l'évolution des préférences au fil du temps. Et ça permet des changements un peu culturels. Les travaux de Storm ouvrent la voie à la normalisation des expériences d'attraction faible ou nulle, contestant l'idée que le désir sexuel est et doit être universel. Dans les années 2000, la communauté asexuelle s'est appuyée sur ces recherches pour revendiquer une reconnaissance sociale et politique, créant des forums comme AVEN, la Sexual Visibility and Education Network. Donc on va conclure partiellement. On a parlé des travaux de Storm qui montrent une avancée majeure en dépassant la simplicité de l'échelle de Kinsey pour
inclure une nouvelle dimension qui est l'intensité du désir. C'est un modèle bidimensionnel qui permet de capturer des nouvelles nuances et de révéler des profils d'attraction variés, exclusifs, équilibrés, asymétriques. Et il ouvre la porte à la reconnaissance des individus sans désir sexuel significatif, ce qui jette les bases des recherches sur la sexualité. Bien qu'innovants, ces travaux se concentrent exclusivement sur la dimension sexuelle et ignorent d'autres aspects de la sexualité humaine, notamment celle des personnes asexuelles qui entretiennent pourtant des relations romantiques et ou celles dont les attractions sexuelles et romantiques diffèrent. Mais cette étude elle a quand même un impact fort, elle normalise l'idée que l'intensité des désirs peut varier fortement d'un individu à l'autre, et donc Storm contribue à changer un peu la perception de la sexualité dans la recherche et dans la société, et son modèle reste incomplet, mais on va voir qu'il est réutilisé par la suite pour complexifier encore et améliorer la représentation qu'on a des sexualités. L'intensité du désir apporte une nouvelle couche de complexité, mais elle répond pas à une question clé qui est l'attraction sexuelle est-elle toujours alignée avec l'attraction romantique ? Et les chercheurs vont montrer que ces deux dimensions, même si elles sont interconnectées, elles sont souvent distinctes. C'est une découverte particulièrement importante pour comprendre des groupes comme les personnes asexuelles ou plurisexuelles. Imaginez une femme qui se sent intensément attirée sexuellement par des hommes, mais qui tombe amoureuse exclusivement de femmes. Où est-ce qu'elle se situe sur l'échelle de Kinsey? Où est-ce qu'elle se trouve sur l'échelle de Storm? Et en quoi ça nous aide à expliquer la situation de cette femme? Ce type de complexité, en fait, échappe à ces modèles, et c'est là qu'interviennent des recherches un peu plus récentes. Et dans la prochaine partie, on va aborder donc la distinction entre les dimensions sexuelles et romantiques, et on va s'appuyer sur les travaux de chercheurs comme Gallupo, qui explorent comment ces dimensions interagissent, se croisent ou divergent pour enrichir notre compréhension de la diversité des expériences humaines, de la sexualité. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre l'origine de la confusion qu'il y a entre les attractions sexuelles et romantiques. Pour beaucoup, en fait, on ne fait pas la différence entre une attraction sexuelle et romantique et on se dit qu'elles sont liées, et les recherches montrent que c'est pas forcément le cas. On voit dans les modèles classiques comme Kinsey et Storm qu'il y a une convergence naturelle entre attraction sexuelle et romantique. On voit aussi dans les normes sociales que cette confusion elle est renforcée. On lie amour romantique et désir sexuel dans les représentations médiatiques, culturelles, et même à travers le concept du mariage, du couple monogame hétérosexuel, il y a une évidence qui est que le mariage va être consommé, l'attraction romantique doit s'accompagner de cette attraction sexuelle. Mais en réalité, il y a des personnes asexuelles qui vont pouvoir tomber amoureuses sans ressentir d'attraction sexuelle. Et ça défie quelque part les modèles classiques et permet de faire ressortir des nouveaux groupes, genre les personnalités aromantiques qui n'éprouvent pas d'attraction romantique, mais qui peuvent ressentir des désirs sexuels, et par exemple des personnes polyamoureuses qui naviguent entre plusieurs relations où la sexualité et le romantisme ne sont pas toujours alignés. Pour essayer de mieux comprendre la distinction entre le romantisme et l'attraction sexuelle, il y a différents auteurs qui essayent de traiter le sujet. On va parler de Gallupo, mais on va aussi parler de Lisa Diamond. Lisa Diamond, en 2008, dans Sexual Fluidity, elle essaye de comprendre l'amour et le désir chez la femme. Elle explore comment les attractions sexuelles et romantiques évoluent indépendamment l'une de l'autre, en particulier chez la femme. Et elle montre que pour 60% des femmes interrogées, elles rapportent des changements significatifs, donc 60% des femmes rapportent des changements significatifs dans leur attraction au fil du temps, souvent motivés par des relations émotionnelles plus que par des désirs physiques. Diamond distingue aussi les motivations émotionnelles des motivations sexuelles en affirmant que les attachements émotionnels peuvent être le moteur des changements d'attraction sexuelle. Donc elle met en place l'idée qu'il y a deux composantes indépendantes qui sont d'un côté l'attraction sexuelle et l'attachement émotionnel. Il y a une anecdote qui sort des travaux de Diamond, c'est une femme lesbienne qui raconte qu'elle est tombée amoureuse d'un homme à un moment de sa vie et elle était un peu surprise de ça, et c'était pas sexuel, mais il y avait un lien profond qu'elle pouvait pas ignorer. On arrive sur les travaux de Gallupo en 2016, où Gallupo il essaye de combler les lacunes des modèles historiques en différenciant clairement les dimensions sexuelles et romantiques, et en particulier pour les minorités sexuelles et de genre. D'un point de vue méthodologique, il interroge des individus, 749 participants, représentant la communauté LGBTQ+, comprenant les cisgenres, les transgenres, des non-binaires. Il a une représentation diversifiée des orientations sexuelles, homosexuelles, bisexuelles, asexuelles, pansexuelles.
Galupo, en 2016, il reprend en fait en partie la même méthodologie qui avait permis à Kinsey de réaliser son étude, mais avec des moyens modernes qui sont les entretiens en ligne. Les résultats marquants de l'étude de Galupo, c'est que 25% des participants déclarent une divergence claire entre leur attraction sexuelle et romantique. Et une personne homosexuelle peut tomber amoureuse d'une personne de genre différent tout en ayant des désirs exclusivement envers le même genre. Il montre aussi qu'il y a des groupes qui sont plus concernés par cette distinction entre attraction sexuelle et attraction romantique. Et plus particulièrement, 75% des asexuels et les plurisexuels, notamment les bisexuels et pansexuels, rapportent des divergences les plus fréquentes entre sexualité et romantisme. Enfin, les personnes trans et non-binaires montrent aussi beaucoup de diversité par rapport à leurs réponses. Et là, on a aussi des participants qui, eux, définissent leur identité romantique comme pluriromantique ou queer-romantique, qui sont plus nombreux à signaler des attractions multiples non corrélées avec leur désir sexuel. L'attirance romantique, chez une proportion importante des participants, est déclenchée par des connexions émotionnelles profondes plutôt que par du désir physique. Et là, on a par exemple une femme pansexuelle qui raconte « Je peux sentir une forte connexion romantique avec n'importe quel genre, mais je suis sexuellement plus attirée par les femmes d'un côté. » Et un homme asexuel biromantique qui confie « Être amoureux pour moi est quelque chose de très important, même si le sexe ne fait pas partie de l'équation. » Cette étude, elle est encore assez méconnue, mais elle commence à avoir un impact de visibilisation des nouvelles identités. Ces travaux, ils légitiment des expériences de nombreux groupes qui étaient jusqu'à là assez invisibles, notamment les aromantiques, pour qui l'attraction romantique est absente mais qui peuvent ressentir du désir sexuel, et les asexuels qui trouvent ici, dans cette étude, un espace conceptuel pour naviguer entre leur désir romantique et leur absence de sexualité. Cette étude a enrichi aussi notre vocabulaire en introduisant des notions de homoromantique, biromantique, aromantique et permet de mieux communiquer et conceptualiser ces réalités complexes. En fait, les travaux de Galupo sont une nouvelle base moderne qui permet d'introduire une complexité et qui est de plus en plus utilisée en thérapie, en éducation sexuelle et dans certaines politiques publiques pour répondre aux besoins des individus au-delà des normes binaires. Dans cette étude, il y a aussi des limitations. Il y a un clair biais d'échantillonnage parce que cette étude a été centrée sur la communauté, une communauté queer, et ces résultats, en termes de diversité, quelque part ne reflètent pas les expériences de la population cisgenre ou hétérosexuelle. On a aussi une complexité conceptuelle pour le grand public. La distinction entre attraction sexuelle et romantique, elle reste difficile à comprendre et à intégrer. Et il y a aussi une critique qui est faite à cette étude, c'est le manque d'analyse culturelle, les biais culturels qui peuvent exister. L'idée là, c'est que certaines cultures peuvent avoir cette notion de romantisme dans des amitiés en fait. Et quelle est la distinction en fait qu'on peut faire entre une amitié très forte et une attirance romantique ? C'est là où il y a cette idée que du biromantisme pourrait en fait n'être qu'une amitié très forte dans certaines cultures. Et ce qui permet de conclure là sur cette troisième partie qui introduit les dimensions sexuelles et romantiques. On voit que les travaux de Lisa Diamond Galupo révèlent que l'attraction sexuelle et romantique sont interconnectées mais peuvent diverger de manière significative. Et ces recherches, elles visibilisent des réalités qui sont complexes, qui étaient auparavant ignorées des modèles classiques de la sexualité. On a par exemple l'introduction de nouveaux termes comme biromantique, homoromantique, aromantique, qui permettent de mieux décrire la diversité des expériences humaines, mais on a aussi la mise en évidence des difficultés spécifiques des personnes asexuelles, dont les relations romantiques, bien moins fréquentes, sont souvent aussi influencées par des perceptions personnelles d'inadéquation. C'est-à-dire qu'on a le questionnement dans ces papiers. On a l'exemple que 30% des personnes asexuelles peinent à avoir des relations longues, mais on se demande si ce n'est pas parce qu'elles présupposent leur incapacité à réellement satisfaire leur partenaire du fait du prisme de la société qui impose la convergence de l'attraction romantique et sexuelle. Ces papiers, c'est des avancées sociales dans le sens où on valide des expériences de minorités sexuelles et de genre et on développe un vocabulaire plus inclusif et on est encore face quand même à des défis, c'est-à-dire que ces travaux-là qui ont bientôt 10 ans sont encore méconnus et on est encore dans une société où il nous semble qu'on a des attentes qui continuent de lier fortement amour romantique et désir sexuel et on voit qu'il y a encore besoin d'approfondir ces concepts dans des contextes culturels et sociaux un peu plus variés.
C'est la fin de cet épisode-là, on a vu quand même déjà pas mal de choses. Cet épisode a exploré les fondations et les limites des modèles classiques de la sexualité en introduisant des dimensions pour mieux comprendre la diversité des expériences de chacun. On a vu l'échelle de Kinsey et de Storm. Kinsey, il révolutionne la compréhension de la sexualité en introduisant un continuum, mais sa vision, elle reste linéaire et limitée. Storm ajoute une dimension d'intensité pour capturer de nouvelles nuances et il ouvre la voie à des concepts comme la sexualité et les attractions asymétriques. À Kinsey, il ouvre la voie à la notion de bisexualité. On voit aussi une différence émerger entre les attractions sexuelles et l'attachement romantique. Et c'est là où les travaux de Lisa Diamond et Gallupo nous montrent que ces dimensions ne sont pas toujours alignées. Cette distinction, elle doit être faite pour comprendre des identités comme les personnes asexuelles, aromantiques ou pluriromantiques, c'est vraiment nécessaire. Et ça, on voit qu'on est face à des progrès, mais aussi des défis qui nous attendent encore. On a des avancées théoriques qui enrichissent notre vocabulaire, notre compréhension, mais on perçoit qu'on est encore dans un contexte où la société attend qu'on ait une convergence entre l'attirance romantique et sexuelle, et on a toujours aujourd'hui une méconnaissance au quotidien de ces concepts qui limitent du coup leur impact sur la société. Cet épisode nous permet d'avoir déjà une redéfinition des modèles classiques sur la sexualité, mais il reste encore des questions ouvertes. Et notamment, comment est-ce que la sexualité elle évolue avec le temps? Quel rôle joue le genre, l'identité et les autres formes d'attraction dans cette complexité? Et ça, on le verra dans un deuxième épisode. Ça parlera de la fluidité, des idéaux et de la pluralité de l'attraction. On ira un peu plus loin pour explorer les dimensions encore moins visibles mais qui semblent essentielles, c'est-à-dire la fluidité, la sexualité, c'est-à-dire que ce n'est pas statique, elle évolue dans le temps et à travers les relations. On va aborder les travaux de Lisa Diamond et montrer que les préférences sexuelles et romantiques peuvent changer et introduire aussi l'échelle de Klein qui intègre une perspective du passé, du présent et des idéaux. On verra aussi la notion de genre et d'identité. Le genre, c'est une autre variable clé qui façonne l'attraction. Et aujourd'hui, on a une vision quand même assez binaire, qui est un peu simpliste. On explorera comment est-ce que les expériences des personnes transgenres, non-binaires ou genderqueer permettent de aussi enrichir, redéfinir les normes traditionnelles sur la perception qu'on a de la sexualité. Et enfin, on attaquera des dimensions manquantes. Certaines attractions, par exemple, transcendent le sexe ou le genre, comme l'attirance pour l'intelligence, l'humour ou d'autres traits qui n'ont rien à faire avec le genre. Ces dimensions, elles sont souvent négligées et elles permettent d'enrichir encore davantage le kaléidoscope de la sexualité humaine.